Ici, sur les plateaux du sud de la France, les hommes de la 13e demi-brigade de Légion étrangère s'entraînent. Un régiment forgé par l'histoire. Un esprit dans les combats de 1940, lorsque l'honneur commandait de continuer le combat. Depuis plus de 8 décennies, la 13 porte une mémoire singulière. Celle de la France libre. Celle des combats menés loin de la métropole. Celle d'un engagement constant, au service de la France. Printemps 1940. L'Europe est en guerre. L'armée allemande avance rapidement sur le continent. La France crée une unité en Afrique du Nord, à partir de volontaires des autres unités étrangères destinées à la campagne de Scandinavie. La 13e demi-brigade de Légion étrangère. Cette unité d'élite née pour combattre livre finalement ses premiers combats en Norvège, commandé par le charismatique lieutenant-colonel Magrin Verneret, qui deviendra le célèbre Montclar. En 1935, Gabriel de Sévigné sort de Saint-Cyr. Il était de la promotion Albert Ier et il va rejoindre le 29e bataillon de chasseurs à pied de Gérardmer. Et puis en avril 1939, il décide d'intégrer la Légion. Et là, on l'envoie au 1er régiment étranger. Et il entend un jour parler d'une brigade légère de montagne dont l'affectation est inconnue et qu'il décide de rejoindre. Et le 28 février 1940, il rejoint la future 13e demi-brigade de Légion étrangère. Dans les montagnes enneigées du nord de la Norvège, les légionnaires affrontent aux côtés des forces alliées les troupes de l'Allemagne nazie. Le terrain est hostile, le froid est extrême. Après une opération de débarquement audacieuse interarmée et interalliée, les légionnaires progressent. En s'emparant de Bjervik puis de Narvik, ils participent aux 2 seules victoires françaises de la campagne de 1940. Une victoire militaire avant que la situation stratégique de la France ne se dégrade rapidement. Juin 1940, la France capitule. Pour les soldats de la 13, un choix historique se présente. Continuer le combat ou accepter la défaite. D'abord, il se retrouve un peu coincé dans le réduit breton avec la plus grande partie de la 13 au retour de Narvik et il décide donc de partir pour Londres. Et là, son oui au général de Gaulle, il n'a pas entendu l'appel, comme aucun d'ailleurs de ses camarades. C'est moins l'adhésion à un homme que vraiment, comme il dit, l'envie de tirer une dernière cartouche. Il faut comprendre, cet homme, il a 27 ans, il est célibataire, pourquoi est-ce qu'il déposerait les armes maintenant ? En 1942, dans le désert libyen, la 13 participe à l'un des combats les plus célèbres de la France libre, Bir Hakeim. Après une épopée qui gagne le ralliement de l'Afrique équatoriale française à la France libre, et des combats glorieux en Érythrée et en Syrie, la 13 se retrouve de nouveau face aux forces de l'Axe à Bir Hakeim. Victoire qui fera dire au général de Gaulle, quand à Bir Hakeim, un rayon de sa gloire renaissante est venu caresser le front sanglant de ses soldats, le monde a reconnu la France. Pendant 16 jours, les forces françaises libres, commandées par le général Koenig, résistent aux attaques répétées des armées allemandes et italiennes, largement supérieures en nombre. La défense tenace va permettre aux Britanniques de préparer les positions défensives qui conduiront à une victoire stratégique lors de la première bataille d'El Alamein, au cours de laquelle le lieutenant-colonel Amilak Vari tombe à la tête de ses légionnaires. Il y a un jour qu'on ne peut pas ne pas évoquer, c'est ce 11 juin 1942, qui est la sortie de vive force de Bir Hakeim, et dans lequel mon père va jouer quand même un rôle très important, comme il l'écrit dans ses carnets. C'est un déluge de feu qui se déclenche. Il dit un spectacle à la Gustave Doré, écrit-il dans ses carnets. Et Hubert Germain confirmait cette anecdote, dit qu'à un certain moment, quand justement tout d'un coup toute la mitraille s'est déclenchée, tout le monde s'était mis au sol et que Sérigné va tout d'un coup se lever de sa haute taille, il avait 1,87 m, et d'une voix de stentor crier « En avant la Légion, baïonnette au canon ». Et là, tout le monde est reparti d'un coup. Alors quand nous sommes partis, alors là, quand vous y allez et que vous foncez, vous écrasez tout sur le chemin. Vous écrasez tout. Et quand j'ai terminé cette nuit, qui a été longue et difficile, il y avait un vieux légionnaire qui était là. Et je vois et je dis, la nuit a été chaude.
la 13 a connu tous les combats de la France libre, c'est-à-dire ils sont partis en bateau, bien sûr, vers le cap de Bonne-Espérance. Il y a eu l'Érythrée, la Syrie, les combats de Libye, de Cyrénaïque, la Tunisie, l'Italie. Et puis voilà, le 15 août, il débarque à Cavalère, il remonte la vallée du Rhône et là on arrive dans les combats des Vosges et de l'Authion qui sont quand même très, très douloureux pour la 13. Dans ses rangs combattent 98 compagnons de la Libération. Une concentration unique dans l'armée française, qui conférera à la 13 le prestigieux nom de régiment aux 100 compagnons. Après la Seconde Guerre mondiale, les légionnaires de la 13 poursuivent leur engagement en Indochine. Ils combattent les Viet Minh pendant plusieurs années dans une jungle et un climat particulièrement hostile. La guerre vraiment ne va démarrer qu'à la fin de l'année. Bien sûr que c'est une colonie française menacée qu'il faut défendre, mais c'est vraiment aussi le combat contre le communisme. Et d'ailleurs, papa a tout à fait compris, avec le général Leclerc qui va débarquer peu après en Indochine, qu'en fin de compte, la solution du conflit, elle est politique et non pas militaire. Durant cette période, le régiment perdra 2 chefs de corps. Le lieutenant-colonel Brunet de Sérigné en 1948, lors d'une embuscade sur la route de Dalat près de Lanya Bien Hoa, puis le lieutenant-colonel Gaucher en 1954, lors de la bataille de Dien Bien Phu. Après la fin de la guerre en Indochine, fidèle à sa tradition d'unité d'intervention, la 13 est appelée à servir en Algérie dans le Constantinois. De 1955 à 1962, comme d'autres unités de la Légion étrangère, elle participe aux opérations de maintien de l'ordre dans un conflit complexe qui marque un tournant dans l'histoire militaire de France. Plus tard, la 13 est engagée sur de nombreux théâtres, Côte d'Ivoire, Centrafrique, Moyen-Orient. Elle participe notamment aux opérations Diapason, Licorne, Turquoise et développe une véritable culture opérationnelle dans l'urgence, prête à s'engager en tout temps et en tout lieu. La 13e DBLE qui était encore à Djibouti, et en fait qui était donc un régiment qui était stationné outre-mer et qui fonctionnait avec des permanents, et en fait avec beaucoup de légionnaires qui étaient en mission de courte durée, qui venaient des autres régiments de la Légion étrangère. C'était un peu le régiment finalement qui faisait la synthèse de la Légion étrangère, qui accueillait des unités de tous les autres régiments, et ça donnait évidemment un caractère assez unique, à la fois dans ses capacités mais aussi dans l'état d'esprit. On obéit. Il faut aussi souligner qu'en 2008-2010, l'armée française était engagée en Afghanistan. Et en fait, le terrain à Djibouti, par beaucoup d'aspects, finalement, ressemble beaucoup à l'Afghanistan. Et donc, c'était aussi un terrain d'entraînement extrêmement prisé et extrêmement précieux, qui permettait de vraiment se mettre dans des conditions très très proches de la réalité pour l'engagement en Afghanistan. Ça a longtemps été la base opérationnelle à partir de laquelle on conduisait l'opération de lutte contre la piraterie le long des côtes somaliennes. C'est une chose qui est aujourd'hui beaucoup moins prégnante. La 13 a été engagée à de nombreuses reprises, sans vouloir toutes les citer, mais il y a l'Oyada, quand il y a un bus scolaire qui avait été, où des enfants avaient été pris en otage, et conduit en direction de la frontière somalienne, et ce qui avait nécessité une intervention d'unités de la 13e DBLE et du GIGN. Mais après, il y a eu les opérations Godoria, Iskoutir ou même Oryx en Somalie. Et après, il y a toutes les actions plutôt en réaction à des catastrophes naturelles, assez loin vers les pays de l'Afrique de l'Est, où étaient également conduits de nombreux détachements d'instruction opérationnelle pour former ces armées-là. En 2011, la 13 rejoint les Émirats arabes unis, dans le cadre des nouveaux accords de défense établis avec les pays du Golfe. Les cadres et légionnaires de la 13 seront en outre parmi les premiers soldats français à rejoindre l'Irak pour former l'ICTS, unité d'infanterie d'élite de l'armée irakienne, au sein de la Task Force Narvik. Aujourd'hui, la 13 est implantée dans le sud de la France, en Aveyron. Ici, la terre nourrit les corps et forge les esprits, à la manière des anciens.
La 13e DBLE est un régiment qui est taillé pour la guerre dès sa création en 1940 dans le chaos du monde. On voit bien que dès cette date, ce sont l'état d'esprit de la France libre et l'ADN des Compagnons de la Libération qui guident la 13e DBLE depuis 1940. Cet ADN, c'est l'exigence, c'est la liberté, c'est l'engagement. Et on retrouve jusqu'à aujourd'hui toutes ces vertus, notamment l'audace qui se transforme dans l'innovation qu'on peut retrouver dans l'esprit d'innovation, l'esprit pionnier qu'on retrouve aujourd'hui dans le régiment et parmi tous les cadres et légionnaires. En termes de milieu, c'est miser sur la prise de risque des subordonnés et des plus petits échelons. Et d'un point de vue technique, c'est développer les trames drones, développer la connectivité, les télécommunications et aller vers davantage d'hybridité. Le légionnaire est un combattant, il est rustique, il suit un entraînement qui aguerrit son corps et son esprit, et on va rajouter de la technologie qui va décupler ses capacités. C'est pour ça que l'entraînement doit toujours plus comporter de phase avec l'emploi de la technologie, mais tout en gardant bien sûr un entraînement très rustique pour les légionnaires. En ce sens, la garnison de la 13e DBLE ici dans l'Aveyron, dans le sud Aveyron, est particulièrement adaptée. Ce qui permet à partir du régiment ici de pouvoir rayonner et de s'entraîner par rapport à la zone de conflit que nous allons retrouver dans les mois ou les années à venir. Pour les familles, ça change tout puisque cette garnison, elle en France, elle est au plein cœur du parc naturel régional des Grands Causses et qu'au bord du Tarn, Milhaud reste une garnison exceptionnelle, capitale des sports de pleine nature. Ici, c'est la discipline, le régiment, surtout même le camp de régiment. Il y a beaucoup de camps d'entraînement pour qu'on s'entraîne. Comme les champs de tir, c'est à côté. C'est de très bons régiments, la discipline, la camaraderie entre nous, les légionnaires et tout ça. Ça me plaît beaucoup pour le régiment. Qu'est-ce que ça me rend de plus fier jusqu'à maintenant? C'est des tenues en endurance jusqu'à maintenant, en physique, en faisant mes efforts pour apporter quelque chose pour l'institution, avec mon travail. Et je peux aussi gagner le respect de mes chefs. Si un jour le légionnaire arrive actuellement à la 13, je voudrais bien les transmettre déjà pour commencer à suivre bien le code d'honneur de légionnaire, que c'est la première chose à le faire. Pour gagner la discipline, voilà. Et va voir la cohésion que nous, on est entre nous, à la camaraderie, et être fort, durer. En fait, on fait un peu l'autre jusqu'au bout, jusqu'on arrive à faire le mieux pour le régiment. Race, et ça peut être le message. Décrire l'esprit de la 13 à quelqu'un qui ne connaît pas le régiment, c'est un peu simple parce que c'est nous, à 3e DBLE, surtout la Légion étrangère. Comme nous, on vient de beaucoup de pays différents, c'est là qu'on se trouve, c'est là qu'on se connaît. En fait, c'est comme la deuxième famille pour nous.